Bienvenue dans les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Les talks qui donnent la parole à toutes les voies du design. DA, typographe, motion designer, sound designer, UX designer, rédacteur, conseil. Des talks pour tout savoir sur ce qui les inspire, sur leur approche créative et sur ce qui fait avancer le monde du design. Les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Produit par Star Trek et présenté par Pierre Naban. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les talks de l'ADC. Poser le cadre comme on pose la première pierre d'un édifice et ensuite mettre en mouvement pour rendre un produit ou un service utile, compréhensible et bien réel. Quand on se parle de démarche design, on se parle de bien plus qu'une charte graphique. Ce qui est en jeu, c'est apporter une réponse, de la valeur, avec des mots, des sons, des formes, des images, une expérience avec un supplément d'âme. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Henry, chef de service marketing et communication digitale de Crédit Logement, d'abord passé par de grandes agences de brand design avant de monter sa propre agence et aujourd'hui d'animer une marque, pas n'importe laquelle, alors qu'un des principaux enjeux des Français est l'accès au logement. Bonjour Raphaël. Bonjour Pierre. Bienvenue dans les talks de l'ADC. Raphaël, est-ce que, en introduction, tu peux nous représenter Crédit Logement ? Alors, on connaît tous Crédit Logement, on a tous entendu parler de Crédit Logement et puis, comme je disais, se loger, c'est un enjeu. En tout cas, on sait que c'est une des principales préoccupations des Français. Est-ce que tu peux nous raconter un peu concrètement ce que vous faites, comment vous travaillez et ton rôle également? Crédit Logement, alors effectivement, oui, c'est comme tu le disais, c'est une marque dont on a tous entendu parler. En tout cas, elle résonne sans qu'on sache vraiment comment la définir, parce que c'est une marque avec laquelle on est confronté souvent quand on a réalisé un prêt immobilier. Et c'est quelques pages noyées dans 80 pages d'un dossier de prêt, plutôt à la fin. Et donc généralement quand on en est là, c'est des pages sur lesquelles on passe assez rapidement et que l'on signe. Et pour autant notre rôle il est assez essentiel, c'est que Crédit Logement, qu'est-ce qu'on fait ? On vient sécuriser en fait le prêt immobilier. On est la garantie du prêt immobilier et on va permettre de couvrir en fait le risque pris par la banque en prêtant de l'argent. Ça, c'est le première sécurité qui est apportée. Et pour l'emprunteur, s'il y a un problème de paiement à un moment, les problèmes, on va dire pas couverts par l'assurance, on va pas rentrer dans les subtilités de tout le prêt immobilier, mais en tout cas, quand il y a un défaut de paiement, la garantie va du coup s'activer, payer la banque, et l'emprunteur, on va travailler avec lui pour remettre le prêt finalement en fonctionnement normal. C'est ça l'enjeu. Et en ça, on est l'alternative à l'hypothèque. Et donc là, c'est un autre terme qui peut être parfois un peu barbare, auquel on a souvent été plus confronté quand on jouait au Monopoly que même dans la vie réelle. C'est l'hypothèque, en fait, c'est la garantie, elle est sur le bien immobilier. Donc s'il y a un défaut de paiement, en fait, c'est le bien immobilier qui peut être saisi potentiellement. Alors c'est plus compliqué que ça, mais dans les faits, c'est ça. Donc on est ce vrai coussin de sécurité qui fait que les banques peuvent prêter avec plus de sérénité et ça permet du coup de couvrir les emprunteurs aussi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et les acquéreurs sont aussi en sécurité. Exactement. Ouais. Donc la sécurité dans différentes dimensions. Toi, tu accompagnes la marque Crédit Logement et son expérience. C'est ça. Ça fait 1 an et demi maintenant que je suis chef du service marketing communication digitale de Crédit Logement. Et notre métier, là, notre enjeu, c'est on vient de fêter nos 50 ans en 2025, qui a été un moment qui nous a permis de réaffirmer notre utilité aussi, donc plutôt dans une approche plus institutionnelle, en fait, réaffirmer notre rôle, notre fonction. Et de ces chantiers et des chantiers qui ont été initiés même déjà depuis 2020. Il y a cet enjeu de venir expliciter avec de la pédagogie, réaffirmer en fait à quoi sert la garantie et plus particulièrement à quoi sert la garantie Crédit Logement. Crédit Logement ayant appliqué le principe de garantie pour la première fois au prêt immobilier il y a 50 ans. C'était une start-up en 1975, si je veux dire, il y a une première disruption de la garantie du prêt immobilier. Et donc comment on fait pour réaffirmer ça et réaffirmer cette notion de gold standard de la garantie appliquée au prêt immobilier parce qu'on est cette infrastructure de référence. Et communication auprès du grand public, ou des deux, c'est à la fois des banques, auprès des partenaires bancaires, ouais, et du grand public. C'est vraiment, voilà, on a cet enjeu d'aller s'exprimer et faire savoir de manière plus globale. Puis avec des granularités en termes de public, même au sein des banques. Voilà, il y a parce que c'est un produit assez technique, mais entre le discours au siège et comment un conseiller en agence va pouvoir porter le discours, on est bien évidemment pas sur les mêmes à la fois les mêmes éléments de langage ou de compréhension ou les mêmes cas d'usage.
d'usage tout simplement. Et les mêmes outils aussi. Et les mêmes outils, tout à fait. Et alors justement, avec ces différents publics, ces différentes personnes à qui vous parlez, comment est-ce que la démarche design se déploie ? Comment ça fonctionne en fait ? Comment est-ce qu'on pense design quand on est Crédit Logement et que on est cette caution garantie, à la fois partenaire banque et grand public? Déjà, on pense comme dans tous les principes fondamentaux. Alors, on commence par le début ou pas. Enfin, voilà, c'est toujours un peu. C'est là où c'est intéressant, c'est passant de l'univers de l'agence à l'annonceur. Voilà, quand on est en agence, on prend généralement le sujet. T'as les deux regards, justement. Ouais, c'est ça. Il y a le sujet arrive et puis souvent il y a un peu la tentation de dire il faut. Alors c'est pas qu'il faut tout changer parce que c'est pas. On est plus fin que ça en agence quand même. Voilà, mais il y a la volonté de se dire tiens, comment on repart des fondamentaux et comment on réarticule tout. Bien sûr, il y a toujours ce socle de définir les grands fondamentaux, ce cadre que tu rappelais en introduction. Voilà, qui est cette grande base de matrice, ces fondations en fait, qui donne cette vision. Mais c'est vrai que assez souvent, et puis après, alors qu'il va s'articuler avec un certain nombre de premières expressions, soit dans les mots, soit dans l'identité visuelle, soit voilà, il y a un premier système. Mais ce système, il est souvent quand même un peu macro, si je puis dire. Il est fondamental parce que du coup, il permet de questionner, d'interroger ce que l'on est, notre utilité. Enfin, et particulièrement dans une entreprise très technique, le métier de cœur de Crédit Logement, c'est la gestion du risque. Donc c'est technique, c'est la statistique, c'est des gestions, enfin des problématiques financière, de gestion de fonds propres, tout ça. Enfin bref, je vais arrêter avec ces mots compliqués, je vais essayer de pas trop en utiliser. Mais c'est ça le cœur. Ça parle pas. Ça parle à un public très limité. Donc comment on fait ? Ça parle aux banques. Alors ça parle aux banques, ça parle à un certain niveau décisionnaire dans les banques, mais et ça parle à la Banque de France, à la CPR, là qui nous contrôle. Mais néanmoins, comment on fait pour rendre ça plus concret dans un quotidien, que ce soit celui du conseiller bancaire ou de toi, de moi, de n'importe qui dans une situation d'emprunt immobilier. Donc il faut réussir à de ce socle-là aller chercher l'utilité aussi, réaffirmer ce à quoi ça sert. D'autant plus quand on est sur un produit technique. Le produit technique, fondamentalement, il a ses caractéristiques, mais il y a la façon dont on le fait. Donc c'est ce fameux supplément d'âme que tu évoquais tout à l'heure, qu'il faut aller chercher déjà. Ça c'est. Ça c'est au socle. Ça c'est les fondamentaux. Voilà. J'ai posé mes chartes. Exactement. Et après, il y a le ruissellement qui est nécessaire de cette vision, de tout ce socle, mais qui va toucher en fait toutes les composantes de l'entreprise. Bien sûr, en premier lieu, la com, le marketing. Mais en fait, tout ça, ça vient aussi inspirer la façon dont on va, bien évidemment, réaliser le service client, dont on va même peut-être approcher... alors peut-être pas la politique de risque, mais ça vient donner des fils conducteurs, la façon dont on va peut-être réfléchir aussi notre SI, voilà comment on va délivrer notre service, parce qu'on est bien évidemment très informatisé. Le Crédit Logement, c'est 300 personnes, et on gère on cautionne un tiers des prêts immobiliers en France tous les ans. Donc voilà, tout ça se fait avec beaucoup de dématérialisation, mais il y a aussi de l'humain, donc tout doit être irrigué. Donc comment on fait en fait pour décliner ce framework principal en sous-framework, entre guillemets. Alors après, sans rentrer non plus dans des empilements de napolitains, d'outils ou de choses comme ça qui deviennent finalement plus utiles, mais ce ruissellement, il est nécessaire, cette déclinaison, elle est nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on fait pour justement aller trouver le bon niveau de discours, adapté à la bonne cible, au bon cas d'usage. Donc avec toujours finalement aussi ce truc qui est assez fondamental, et c'est là où c'est du design aussi, mais même si c'est des notions qu'on voit dans d'autres composantes de la com ou du marketing, de la marque globalement, c'est là où on retrouve la marque dans sa globalité, hein, c'est là où tout se rejoint heureusement, mais avec toujours le cas d'usage, l'utilisateur au centre, voilà. Et donc on tourne autour de ça et on fait bouger cet écosystème autour de ce socle. Et ce qui est, je trouve assez passionnant. Ouais, donc les cas d'usage sont donc en fait partir du réel, cas de figure réel. C'est donc de l'expérience. C'est ça qui vous permet de développer des outils, de complètement faire des déclinaisons de chartes, des modulations. Tout à fait. Et dans toute expression, tu vois, c'est que en fait, c'est là où il y a des sujets qui échappent à nos métiers. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand ce socle il est là, qu'il est bien partagé et qu'il est assimilé par tout le monde, et ben en fait, il irrigue vraiment toute l'entreprise. Enfin, j'en étais intimement convaincu avant, mais là, je me rends compte encore plus comment ça permet d'avoir cet alignement sur cette vision commune et du coup sur cette façon de faire, ce qui fait que ça permet de dire oui, ça c'est nous ou pas en fait, et de manière très très claire. Ouais, donc c'est l'identité. On revient quand même au métier de designer une identité, la mettre en mouvement. Et justement dans cette différence de regard, qu'est-ce qui t'a marqué dans le passage de travailler pour les marques et designer les marques avec ton agence à travailler une marque de l'intérieur au sein de cette marque?
quels ont été les éléments qui t'ont marqué ou tu as eu une compréhension différente? Ouais. Alors après, c'est lié à mon expérience aussi, mais c'est vrai que dans une approche, on va dire, de design plus traditionnelle, alors même si les frontières bougent beaucoup en ce moment, enfin, et d'une manière générale, pas d'ailleurs que lié à de l'IA ou des choses comme ça, mais juste les territoires d'expression, ils sont mouvants de plus en plus rapidement, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y avait, quand on travaille sur les fondamentaux de l'identité, il y a toujours un peu un côté un peu définitif dans le livrable qu'on va avoir. Voilà. Ok, bah tiens, on a posé, je fais caricaturer, mais on a une plateforme, on a une signate, on a un logo, on a des premiers éléments de brand voice, on a notre charte graphique. Mais le travail de l'agence, il s'arrête un peu là. Tu vois, mais la marque, en fait, elle, à partir du moment où ce truc-là sort, bah ça y est, c'est vivant en fait. C'est vivant, ça va devoir s'adapter à plein de réalités du quotidien, ça va devoir s'adapter, se décliner à plein de cas d'usage, voilà, qui sont pas nécessairement anticipés en amont parce que c'est pas possible, parce qu'à un moment il faut être focus sur la définition de ce socle, de ces fondations, donc tu peux pas tout articuler. Et ce système, c'est le point de départ. Ouais, ce point de départ, mais et du coup il y a un caractère extrêmement vivant en fait. C'est comment, sans faire une analogie avec le foot qui est d'actualité, mais c'est comment tout ça coulisse, tu vois, autour de ce socle peut se réinventer même, tu vois, il y a un caractère modulaire en fait de toutes ces choses-là. Et comment un module peut évoluer peut-être à un autre rythme que d'autres, tu vois, mais pour aller s'adapter, pour aller saisir une autre opportunité. Et ça, c'est quelque chose qui me marque vraiment. Et comment en fait on arrive à, tout en ayant cette colonne vertébrale, à pouvoir être très précis, avoir des expressions en fait, même une créativité forte, même dans des modules un peu éloignés, on va dire, du socle initial, mais il n'y a pas de rigidité en fait dans tout ça. Et c'est ça que je trouve à la fois rafraîchissant et assez excitant, c'est que du coup même dans des petites expressions, il y a la possibilité d'aller nourrir et d'aller renforcer l'expression de la marque, parce que tout ça finalement et sans être qu'on doit reconnaître. Ouais, qu'on doit reconnaître. Fin, on doit se dire, ah oui, ça c'est Crédit Logement. C'est à la fois monolithique, mais ultra protéiforme. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que je percevais peut-être un peu moins. Voilà, en plus, ayant fait que du brand design pendant 20 ans, il y a peut-être un côté moule, tu vois. Alors c'est peut-être un défaut de curiosité de ma part, je ne sais pas, mais voilà. Puis tu vois, tu livres ton truc, t'as livré ta charte, t'as fait ton reveal. Bon, bah, c'est bon, la marque elle est faite, quoi. Et en fait, c'est bien à ce moment-là que tout se met en action et que le quotidien fait qu'il y a une multitude d'adaptations et d'expressions de la marque, quoi. Ouais, il y a un passage de relais quand la marque et les équipes se saisissent de tout le travail qui a été fait avec l'agence conseil. Et qu'est-ce que ça donne alors? Est-ce que ça donne des annexes à la charte? Est-ce que ça donne... En fait, il y a un peu le côté... Il y a une loi, puis après il y a plein de jurisprudence. Ouais. Comment on les réunit? Comment on garde quand même de la cohérence? Alors comment tu travailles ça? Ouais. Bah ça, c'est tout le travail qu'on a initié à partir de l'année dernière, en fait, justement dans le cadre de nos 50 ans, on a réaffirmé notre discours le plus haut. Alors ça venait pas toucher à la plateforme, mais ça venait finalement le moduler. La plateforme de marque et l'identité actuelle, elle est de fin 2021-2022. Donc il y avait déjà 3 à 4 ans qui, à l'échelle d'une charte aujourd'hui, commence à peut-être pas à dater, mais en tout cas voilà, nécessite de se re-questionner un peu. Et puis surtout, il y avait le temps de peut-être pouvoir ingérer, assimiler en fait cette première étape. C'est là en fait où il y a la vie de l'entreprise sur certaines, voilà, on pose certains fondamentaux, mais il faut le temps que ça se diffuse aussi. Une fois que ça s'est diffusé, on peut venir réinjecter, moduler, augmenter, aller chercher d'autres niveaux d'expression. Et donc là, c'était le bon moment parce qu'en plus c'était l'anniversaire, et donc ça a permis de réaffirmer ce discours de notre utilité, de notre caractère invisible mais essentiel. Alors ça reste encore un peu conceptuel, mais déjà on vient toucher des notions d'infrastructure. Donc là déjà on est en train de réorganiser le discours. Donc ça, on a reposé ça. Et donc là, on a déjà un premier cadre et qui permet de dire, tiens, de quoi parle-t-on quand c'est une prise de parole institutionnelle? Et puis de réaffirmer la séparation de ce que l'on est, de ce qu'on porte en tant que projet d'entreprise et du produit. Là où, en plus, dans des entreprises... La différence entre Exactement. le corpo et le produit. Voilà. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans les entreprises plutôt B2B, culture technique. Il y a une sorte de mix-match, enfin voilà, je sais pas le bon terme, en tout cas un peu de globi-boulga, de tout ce truc-là qui est... Parce que, comme tout est très technique, dès que tu parles d'un truc, tiens, il faut te mettre 3 notes de bas de page pour expliquer ce que c'est, et comme il y a de la conformité, attention, voilà, il faut justifier tout. Et donc ça permet de ranger vraiment ça. Et donc là, on a ce socle, et là on est en train de décliner.
mais toujours avec ces documents de référence, et on est en train d'articuler en fait la déclinaison dans le produit, et là aussi avec une granularité, voilà, en fonction du niveau de discours. Et ce qui fait que la pédagogie, finalement, en fait, qui était un de nos éléments un peu initiateurs de la démarche il y a un an. C'est de se dire, voilà, comment on va aller chercher plus de pédagogie. L'objectif, c'était expliquer. C'était ça. Faire de la C'était pédagogie sur d'expliquer. qu'est-ce que Crédit Logement. Exactement. Pour rendre plus clair, plus compréhensible, du fait de cette complexité technique, alors qu'en fait, on peut l'expliquer assez facilement si on accepte de mettre certains détails techniques de côté à un moment, pour mieux y revenir peut-être, mais voilà. Et donc, c'était vraiment ça, mais en saisissant de cette volonté de pédagogie, en fait, ça permet de réaffirmer à la fois notre utilité fondamentale, donc cette fameuse infrastructure de confiance du marché immobilier qu'on évoquait il y a quelques instants. Et du coup, comme on range la chambre, ça nous permet d'aller en fait saisir, il y a un premier niveau de discours qui est déjà clarifié. Donc ça, on n'a pas besoin de leur dire quand on est en train de parler d'autre chose. Là, on peut rentrer dans le concret. Pierre, il est en train de se renseigner pour son prêt immobilier. Niveau, est-ce qu'il en a besoin ou pas, voilà, mais en gros, lui, il veut acheter un appartement, quel est son cas d'usage, donc comment on va le guider, comment on va aller expliquer ça. Donc c'est relier, c'est ça. Relier la promesse, on est une garantie de sécurité, à des cas d'usage. Exactement. Donc en gros, plus vous avez de cas d'usage, plus vous pouvez être spécifique et répondre à un besoin. Parce qu'en fait, c'est quand même ça, c'est répondre à... Ouais. C'est exactement ça. Et du coup, on réaffirme ça dans toute notre structuration. Et du coup, pour répondre plus concrètement à ta question, nous, la façon dont on travaille, c'est qu'on a des documents de référence, en fait, qui sont produits tout au long de ce processus. Et à chaque fois, on fait en sorte de les isoler, on va dire, un peu les uns des autres, mais tout en faisant référence. OK. Là, on va plus parler de ça parce que c'est porté par le document précédent. Donc, on a cette notion, en fait, vraiment de tout ça peut vivre avec une agilité. Ils sont tous un peu indépendants, mais ils font tous référence à l'un et à l'autre, qui permet du coup de savoir qu'est-ce qui est porté par quoi ou quand, comment. Enfin, c'est une matrice assez simple. Une matrice, c'est toujours simple, sauf quand forcément tu multiplies les entrées. Voilà, donc voilà. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment de créer ces points d'entrée qui, en fonction de la problématique que l'on va rencontrer, va nous permettre d'aller saisir le bon niveau d'expression, le bon niveau de discours, adapté au cas d'usage qu'on est en train de traiter. Et justement, en préparant le talk, t'en reparles là, on se parlait de matière vivante, justement, de se dire, en fait, finalement, la marque, c'est une matière vivante, et le design de marque, c'est une matière vivante. Là, tu le rappelles, avec cette image de la matrice. Qu'est-ce que ça change dans la manière de travailler que de penser objet vivant et finalement avoir tous ces cas d'usage, tous ces documents? Est-ce que c'est une autre manière de travailler qu'en agence, et est-ce que toi, ça change ta manière de travailler, d'accompagner le développement de cette identité de marque et de son expérience? Il y a ce côté un peu, que j'évoquais, alors encore une fois peut-être lié un peu à mon expérience personnelle, mais c'est ce caractère un peu définitif du livrable. Tu vois, on a sorti la charte, tu vois, pour résumer. Donc t'as X pages, voilà, plus ou moins qui couvrent plus ou moins de sujets, que ça soit dans les mots, dans l'image, enfin bref, tu vois, dans tous les ou dans dans le son aussi, bien sûr. On va faire honneur à ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Le pack aussi. Exactement, voilà, tout il y ça. a des déclinaisons. Toutes les déclins. Et on va trouver un certain nombre de guidelines. Et donc là, il y a un caractère un peu définitif, mais toujours avec, tu vois, ce côté, il y a un gros ensemble, en fait. Là où, dans l'approche modulaire, l'avantage, c'est que déjà, tu peux séquencer. Tu vois, il y a moins ce caractère qui peut paraître un peu submergent au début. Attends, tout le territoire, c'est ça. Donc, tu vois, t'as un peu la tentation de vouloir tout traiter. Donc, t'es obligé de séquencer, déjà pour des problématiques de budget, de temps, de tout ça, etc. Et en fait, le fait de procéder par ces petites étapes, ces itérations, et d'avoir ce caractère modulaire, c'est que peut-être que quand tu vas aller faire le module numéro 3, numéro 4, peut-être que ça va faire remonter des choses dans le module mère ou initial, mais c'est pas grave en fait, parce que comme tout ça justement vit et bouge en écosystème, tu peux beaucoup plus facilement en fait réinjecter, itérer avec une forme d'agilité en fait sur ces différents éléments sans que ça bouge tout le bloc nécessairement. Je trouve que c'est dans l'approche systémique et matricielle, je trouve que ça apporte cette vraie agilité dans le quotidien et dans la façon même d'ingérer les étapes précédentes, de pouvoir les saisir des prochaines. Je sais pas si je suis très clair ou très concret, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là que je trouve extrêmement puissant. Quand le métier de crédit logement consiste à donner accès, permettre aux Français d'avoir accès au logement et de leur garantir, les sécuriser dans cet accès, quelles sont les implications d'un point de vue du design de l'expérience? Est-ce qu'il y a des points un peu particuliers dont tu peux nous parler, où tu dis, ça c'est vraiment critique dans le rapport à crédit logement?
Je sais pas s'il y a un cas d'usage ou quelques cas d'usage dont tu peux nous parler. Je vais peut-être moins en parler finalement sur la partie garantie que sur la partie du recouvrement, qui est un peu plus obscure, qui est fortement émotionnelle. Mais c'est un sujet là qu'on est en train de traiter en fait, parce qu'on a une activité au sein de Crédit Logement qui s'appelle CLR Servicing, qu'on est en train de repositionner avec donc Priya Bungaroo qui en a la responsabilité. Donc cette activité, elle nous permet de faire du recouvrement pour des prêts que nous n'avons pas garantis. En gros, quand on garantit le prêt, le recouvrement, il est entre guillemets inclus dans notre prestation de service. Mais il y a les banques doivent encore réaliser sur certains sujets des prêts hypothécaires pour X raisons. Et elles peuvent être en situation de recouvrement sur ces prêts. Et par cette entité, elles peuvent nous les confier. Et donc là, on est en train de se ressaisir ok, qu'est-ce que c'est que le recouvrement? Qu'est-ce que ça va impliquer? Qu'est-ce que ça veut dire faire du recouvrement en 2026? Et qu'est-ce que ça veut dire faire du recouvrement au sens de Crédit Logement? Parce que Crédit Logement est fondamentalement une entreprise tournée vers l'humain. Alors voilà, dit comme ça fait un peu porte ouverte, voilà. Mais si on rend l'accession à la propriété possible, voilà, si on y contribue très fortement, c'est-à-dire que le recouvrement doit être de la même nature, entre guillemets. Il doit être cette même humanité. Parce que quand on dit non à l'octroi, au moment de l'obtention du prêt, c'est parce que le projet de vie n'est pas viable. Et en revanche, quand ça arrive en recouvrement, là, il faut qu'on ait cette même sensibilité. L'amiable fait partie des fondamentaux de l'ADN de Crédit Logement depuis sa fondation. Aujourd'hui, c'est un terme qui, dans tout secteur du recouvrement, il y a de l'amiable washing, si je puis dire, voilà. Et donc, là, nous, on doit redéfinir qu'est-ce que ça veut dire faire de l'amiable façon Crédit Logement. Donc, comment on réarticule ça par rapport à nos preuves qui sont existantes. Donc là, on vient toujours avec à la fois soit on était avec du cas d'usage ou de la réalité. C'est-à-dire que voilà, on peut d'autant moins sur un sujet aussi sensible que ça faire l'économie d'ancrer ça dans le réel. Et donc ça vient influer sur nos méthodes de travail, la façon dont en fait les salariés de Crédit Logement vont pouvoir échanger, discuter avec l'emprunteur. Et tout ça, en fait, ça vient nous poser aussi des définitions de comment on parle de recouvrement. Dans le langage, tout de suite, c'est le débiteur. Mais le débiteur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un langage juridique. Ça reste avant tout un emprunteur. Oui, c'est pas une personne. Ouais. Non, ouais, et c'est pas non plus un client. Enfin, tu vois, le terme client serait pas tout à fait adapté, mais ça reste un emprunteur. C'est-à-dire que, oui, à Crédit Logement, c'est au bout de 3 ans échéances impayées. Alors oui, il y a un débit, mais il y a le prêt qui continue. Donc, on est avant tout emprunteur. Donc, de se reposer ces questions de langage, de dire quel est le terme que l'on va utiliser à quel moment, pour aussi ne pas, rentrer dans un discours un peu de sentence ou tu vois de punition. Débiteur, t'es tout de suite de l'autre côté de la barrière. Alors, le fait est que tu as une situation à régler, mais t'es encore emprunteur. Et tout notre enjeu, nous, c'est de remettre le prêt en situation normale. Donc là, on s'interroge sur comment on réarticule en fait ces éléments de discours aussi. Et c'est d'autant plus important que les banques aujourd'hui, elles souhaitent préserver la relation commerciale avec ce qui est leur client. Ça va dans ce sens-là aussi, de remettre les bons éléments de langage, non pas juste pour adoucir et pour mettre de côté la réalité. Il y a un moment, d'un point de vue factuel, il y a une dette à rembourser. Donc ça, voilà. Mais néanmoins, on reste emprunteur. Donc ça vient nourrir, tu vois, ces choses-là. Et pourquoi tout cela est important? Parce que la démarche, c'est trouver une solution. C'est trouver exactement, c'est trouver une solution. C'est trouver une solution. Et pourquoi c'est important de s'interroger là-dessus aussi, c'est que du coup, ça va créer les conditions du bon dialogue avec l'emprunteur pour aller trouver les solutions, pour lui permettre, et ça c'est des choses sur lesquelles on s'interroge aujourd'hui, c'est le remettre comme un acteur déterminant de la réussite du processus. C'est pas une fatalité, mais le fait d'être là, d'en discuter, tu reprends le contrôle. Tu ne vas pas subir les prochaines étapes. Donc, tu es en confiance. Donc il y a le contrat de départ est là aussi. C'est ça. Donc là, tu vois, et là où c'est effectivement c'est intéressant et tu reparles du terme confiance, c'est que ce que l'on est fondamentalement cette architecture de confiance, on voit que même ça continue dans la situation du recouvrement. Donc là, on a le lien en plus avec l'institutionnel, mais on le décline, on le déploie, et ça vient structurer donc ce programme relationnel qu'on est en train de travailler sur la dimension du recouvrement. Et ça vient influer aussi sur des cas d'usage, de quels sont les outils qui peuvent nous permettre de faire ça aussi, d'améliorer, de renforcer cette relation. Donc, c'est des outils numériques sur lesquels on est en train de travailler, tant
du côté de la banque pour faciliter l'appel en garantie, en fait, en tout cas la transmission du dossier, que avec l'utilisateur, enfin l'emprunteur, pour qu'il puisse facilement aussi peut-être apporter ses pièces, nous permettre d'avoir aussi une visibilité plus forte sur les solutions qu'on va pouvoir lui apporter. Parce que si on a plus de données, entre guillemets, ça peut nous permettre aussi de trouver des meilleures solutions. Enfin voilà, alors, tout ça toujours dans le cadre de la conformité, du RGPD, voilà, bien évidemment, mais ça nous permet d'aller chercher les meilleures solutions. Et donc tout ça nous permet de designer tout un parcours, une expérience. Voilà. C'est toute l'expérience. Exactement. Et justement, tu auras employé cette image. On design un parcours, des parcours, parce qu'il y a plusieurs cas d'usage, l'expérience. Et comme tu sais, il y a souvent cette question de quelle est la valeur du design de marque et qui peut se résumer, mais c'est ce que tu disais au début, c'est je vais changer mon logo. Alors non. Voilà, designer une marque, c'est bien plus que ça. Il y a un socle au départ et après ça se module, ça vit et ça propose une expérience. Mais au-delà de ça, ça propose une valeur. Et selon toi, comment est-ce que toi tu conçois maintenant la valeur de ce travail et d'un design de marque et de cette expérience de marque? Ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui, valeur, dans ce sens-là? C'est du fait de cet alignement autour d'une vision, d'une promesse très claire, toute l'entreprise, quand c'est correctement partagé et diffusé, va se mettre en mouvement pour aller renforcer cette valeur, la nourrir, la faire vivre. Et du fait de ce cadre, ça évite aussi des dispersions. Il y a la valeur du coup du service, du produit que l'on va pouvoir apporter, et avec tout ce qu'il y a autour d'expérience. Et ça, c'est la valeur la plus commune. Et du coup, si c'est plus clair, si c'est plus compréhensible, on crée de la préférence malgré tout. Enfin voilà, et donc potentiellement une valeur qui est renforcée. Mais après, il y a la valeur de ce que ça fait économiser entre guillemets. Alors économiser, en tout cas ce que ça fait éviter. De ce que ça fait éviter. Parce que la direction est claire. Et donc, du coup, elle permet de trancher plus facilement aussi. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des expérimentations. Mais dans ce cas-là, le cadre de l'expérimentation, il est clairement défini. Et dès le début, il peut être défini comme tel. Parce qu'il sort de ce cadre. Et c'est pas parce que ça sort du cadre que ce n'est pas digne d'intérêt. Mais en tout cas, c'est déjà identifié. Et donc, sur tout le reste, ça permet d'améliorer le delivery global, en fait, de tous les projets. Parce que le cadre est clair, la direction est claire. Du coup, ça évite, entre guillemets, des discussions sans fin, ou des désalignements, ou des négociations qui n'ont pas lieu d'être, entre guillemets. Alors, je reste conceptuel à ce non, mais c'est le temps. Voilà, enfin, c'est le rapport au temps. Ouais. Et voilà, si on a le cadre, c'est intéressant parce que au début, on se dit, oui, il y a un cadre et il faut poser un cadre, mais après, ça se module, mais en même temps, le cadre est toujours là. Enfin, voilà, ça reste notre guide et d'ailleurs c'est pas pour rien que en anglais on parle de guidelines parce que ça me donne la direction, mais après ça se module, ça doit vivre et ça doit proposer cette expérience et différentes expériences. Alors il y a une utilité, mais on se parlait aussi de supplément d'âme. Qu'est-ce que c'est en fait ce supplément d'âme et est-ce qu'il vient aussi apporter une valeur supplémentaire au produit ou au service? Le risque effectivement alors, je vais dire la première phase, mais ça, c'est tout le temps. Enfin, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que ça bouge tout le temps. Donc, ce supplément d'âme, il peut être nourri, renforcé, voire même challengé un peu tout le temps. Du fait de ce caractère modulaire. Mais ce supplément d'âme, c'est ce qui va permettre d'aller chercher réellement l'unicité, en fait. Très souvent, on peut avoir tendance, notamment dans les travaux, où on pose le socle. Il y a cette première pierre un peu définitive qui peut être posée, mais il faut venir la nourrir, il faut venir la renforcer. Et ça, c'est ce qui permet d'aller chercher supplément d'âme, qui va permettre vraiment d'aller saisir de notre caractéristique, de nos fondamentaux, et qui fait qu'en l'occurrence, nous, l'enjeu, il est de basculer on définit extrêmement bien ce qu'est la garantie. Voilà, on est ceux qui l'avons, entre guillemets, formalisé, appliqué au premier immobilier il y a 50 ans. Maintenant, il faut qu'on parle de la garantie crédit logement. C'est ça notre supplément d'âme. C'est ce qui fait notre différence, c'est ce qui fait notre patte, c'est ce qui fait notre tour de main, comme disaient les artisans. C'est le truc qui fait que notre sujet est unique. Et ça, alors, appliquer un sujet aussi technique, où on mêle risque, recouvrement, voilà, économie de fonds propres, tout ça, c'est pas, le supplément d'âme est pas forcément au sens Disneyland, mais c'est ce qui va faire notre unicité et déjà,
tu vois, dans des éléments comme c'est pas forcément dans le produit. Non, en non, fait, non. C'est la personnalité, c'est même la personnalité. l'identité que je ressens. Et c'est ça. Et même nous, tu vois, déjà de dire on est invisible mais essentiel. Enfin, tu vois, c'est déjà prendre une place tout en restant à notre place. Et ça fait partie aussi de notre caractéristique et des choses qui font que on vient apporter un peu plus d'âme à ce que l'on est et à un produit technique initialement. Enfin voilà. Et alors, tu rappelais le fait que ça peut être invisible, même au début, tu disais, bon, c'est quand on a son dossier de 80 pages, à un moment, c'est perdu quelque part là-dedans, c'est invisible, mais en même temps, il y a une place, on en entend parler, enfin voilà, vous êtes là, il y a quand même une identité qui est véhiculée. Tu faisais des parallèles, par exemple, avec Mastercard, CB, et qu'est-ce qu'ils ont réussi selon toi, ou comment est-ce que ça peut être comparable, ou pourquoi ces exemples, voilà, en préparant le talk, voilà. Ouais. Tu me disais, tu sais, voilà, il y a Mastercard, il y a CB aussi. On est un peu dans le même monde où c'est un peu la même logique. Oui, complètement. C'est pour citer, qui est une expression favorite de quelqu'un qu'on connaît en commun, c'est comparaison n'est pas raison. Voilà, mais CB, Visa, Mastercard, alors après, sans rentrer dans les aspects techniques et autres, mais finalement, qu'est-ce que ce sont des infrastructures de paiement, en fait, qui permettent une dématérialisation. C'est des contrats de confiance également. Ça veut dire qu'il y a un moment, je vais accepter d'utiliser cette carte, cette puce pour faire un transfert d'argent depuis mon compte vers un autre compte en passant par un terminal de paiement. Donc là, la notion d'infrastructure, on l'aperçoit assez bien. En plus, elle a un caractère physique, même si elle est très dématérialisée. Et après, il y a eu plein d'autres services qui sont venus se greffer là-dessus. Des assurances, des choses comme ça. Où fondamentalement, on est un peu sur le même niveau de complexité et de technicité que la garantie appliquée au prêt immobilier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Visa, Mastercard, pourquoi on le choisit? Aujourd'hui, on sait plus trop. Il y a 10-15 ans, tiens, moi je voyage tout le temps aux États-Unis, faut que je prenne une Mastercard, voire même encore mieux, fallait prendre une Amex parce que de toute manière Visa ça passait pas. Tiens, je fais plutôt. Il y a les miles aussi. Il y a les miles aussi. À chaque achat, j'ai des miles. Mais du coup, voilà, en fait, ce qui est drôle, c'est autant il y avait quelques éléments qui étaient techniques de dire tiens, en fait, si je vais dans tel pays, ça passe pas, donc il me faut l'autre carte. C'était un facteur de choix. Mais et après, il y a eu d'autres choses, effectivement, qui sont dû de greffer, mais qui sont finalement d'autres services, d'autres éléments de l'expérience qui n'ont rien à voir, qui deviennent des facteurs de choix. Et ces marques-là, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que, alors, après, elles ont une puissance, parce que ce sont des infrastructures mondiales, donc voilà, mais elles ont réussi à installer leur marque, que ça soit par de l'émotionnel, plus par Mastercard. Visa, de mon point de vue, a plus basculé vers ou assumer un discours un peu plus technique. Alors peut-être par opposition à Mastercard, voilà. Alors même là, ça va être intéressant parce que je vois qu'ils sont sponsors de la Coupe du Monde, donc on va voir un peu comment ils s'expriment aussi, enfin de voir comment ils remettent d'autres messages peut-être en avant. Mais c'est vrai que Mastercard, on a tous en tête ce truc, ces pubs fortes d'émotions. Et pour tout le reste, il y a Mastercard. Voilà. Et c'est ce qui est génial, c'est que tout le reste, il n'est absolument pas défini. Et là où moi, ça me rassure un peu sur une marque B2B technique, c'est que du coup, cet enjeu de définition du tout le reste, on peut le faire à d'autres moments de l'expérience. Il y a plein de cas d'usage. Ouais, il y a plein de cas d'usage. Et donc, c'est ça qui est ça, je trouve qu'en termes d'exemple de structuration du discours, on peut assumer une vision, en fait, assez haute, assez, alors, décorrélée, c'est pas juste de dire ça, mais en tout cas, aspirationnelle. Et ça n'empêche pas de venir après, plus tard, à d'autres moments de la relation et du programme relationnel, de venir, justement, faire le focus sur quelque chose de spécifique. Et de ce point de vue-là, je trouve ça intéressant. Et puis après, il y a eu un super boulot, notamment sur Mastercard, si je ne dis pas d'erreur, c'est Pentagram, avec un système identitaire où ils ont réussi à se réapproprier le rond. Alors, il y avait déjà, c'était porté par le logo Mastercard, voilà, qui était déjà assez emblématique, mais ils ont fait un travail en plus absolument formidable en déclinaison. Les deux ronds, voilà. Ouais, il y a un symbole, symbole. Et puis qui décline dans tout le territoire, dans tout le système et qui vit, de manière brillante. Voilà. Oui, c'est devenu iconique et c'est reconnaissable en un clin d'œil. Justement, c'est dans ce cadre où, avec cette expérience que tu as, la complémentarité de regard et agence et du côté crédit logement, annonceur, une marque. Aujourd'hui, quel conseil ou recommandation tu donneras à une agence justement de brand design par rapport à ce travail de je vais designer toute une expérience? Est-ce que tu aurais une recommandation, un conseil ou une observation à partager? Ouais. La phase d'immersion. Et d'ailleurs, c'est particulièrement pour une marque B2B, marque B2B technique, puis avec
enfin toutes les marques et toutes les entreprises ont plus ou moins un passé, plus ou moins des sujets qui sont obfusqués volontairement ou pas. Enfin voilà. Mais ce travail préliminaire de compréhension pour mieux ressortir, pour mieux oxygéner, il est fondamental parce qu'il va permettre d'identifier tous les sujets en fait qu'il va falloir débunker, qu'il va falloir réarticuler. J'ai envie de dire c'est un peu le b.a.-ba du métier, c'est de comprendre de quoi on est ici, mais comme on peut être rapidement noyé quand même dans des choses un peu complexes, en fait, il faut rentrer un peu dans le dur. Ce sont des sujets qui ne tolèrent pas de rester superficiels. Parce qu'en fait, il faut rentrer dans des couches un peu dures, se tendre des coudes de compréhension, sans s'y faire aspirer non plus. Parce que sinon, là, je vois, nous, on est dans une posture qui est plutôt un peu institutionnelle parce qu'on avait la volonté de rester en retrait. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Est-ce que ça dépend de la Banque de France, de la CPR? Donc, tout ça, il y a des flous qui sont entretenus. Alors, là, je prends l'exemple que je vis aujourd'hui, mais dans tous les secteurs, c'est ça. Il y a des flous entretenus par la catégorie. Et je trouve de réussir à aller identifier avec justesse. Alors ça prend du temps aussi, hein, ça se fait pas non plus peut-être dans des phases traditionnelles d'accompagnement. Voilà, ça prend un peu de temps. Mais je trouve que ça c'est fondamental parce que c'est là où en fait on peut aller saisir de toute la profondeur et de tout l'enjeu, soit de venir conforter une identité ou de la réaligner ou de lui faire une bascule. Mais c'est là en fait où on pourra être encore plus fort, encore plus juste. Donc, et prendre le temps de connaître, de comprendre. Et c'est un vrai, et tu as raison de le reformuler comme ça, parce que cette prise de temps, elle est vraiment fondamentale. Et en plus, ça va être un boulot un peu ingrat. Parce que même toi, aux premières phases un peu de framework, enfin, on connaît tous ces phases-là, mais on est dans le dur. Et en fait, on pose des fondations. Il faut aller dans la précision pour mieux mettre certaines choses à distance, mais cet enjeu de définition, il est d'autant plus fondamental, je trouve, en B2B, parce que sinon, en fait, le risque, c'est de déflorer les sujets. Il y a des sujets sur lesquels, après, il y a une question de répondre en face, hein, mais c'est là où, en fait, où une marque B2B pourra aller chercher toute la profondeur, en fait, d'un accompagnement et de ce qu'est une identité réellement. Ouais, et sans se laisser submerger, comme tu disais. Complètement. Ouais. Et est-ce que tu as un dernier conseil pour tous les professionnels du design de marque et de la marque de manière générale? Je pense, alors le premier, c'est déjà si vous êtes dans un projet immobilier, c'est d'exiger une garantie crédit logement. Voilà. Appelez-moi. Voilà. Alors non, choisissez-nous. En tout cas, choisissez-nous. Voilà, moi, je pourrais pas faire grand-chose à mon niveau, mais en tout cas, choisissez-nous et demandez à votre banquier une garantie crédit logement. Et non, et le second, c'est tous ces travaux de cadrage, de matrice, enfin, quels que soient les noms qu'on puisse donner, je trouve qu'ils sont d'autant plus déterminants aujourd'hui que avec l'avènement de nouvelles technologies, alors qu'on parle d'IA ou pas, etc., ces cadres-là, ils ont encore plus d'importance parce que la marque et l'usage de la marque, sa déclinaison, elle est potentiellement accessible à beaucoup plus de monde dans l'entreprise, ce qui est formidable parce qu'il y a un caractère libérateur. Mais du coup, ces cadres-là, ils vont permettre de faire en sorte que tout le monde joue bien au même jeu. Et donc, l'enjeu de définition de toutes ces règles, avec ce caractère modulaire, avec tout ça, je trouve revêt une importance qui est encore plus forte. Parce qu'on a tous fait l'essai de balancer un texte, une image, un truc. S'il n'y a pas ce cadre-là, on obtient tous du à peu près. Et c'est du same but different. Et surtout, en fait, on perd ce qui fait la marque, on perd le supplément d'âme, on perd l'identité. Et donc on est hors cadre. Et donc on est hors cadre. Et pas de valeur. Et il n'y a plus de valeur produite. Exactement. On est souvent amené à se poser la question. Aujourd'hui, on sait que les métiers de la marque, du design de marque, des communications de manière plus générale, sont affectés par l'intelligence artificielle, la technologie. Est-ce que il en est de même pour toi, ton activité, et qu'est-ce que vous en faites et en quoi est-ce que ça participe au travail de marque que tu fais? Si je prends le cadre du marketing au sein de Crédit Logement, oui, c'est des sujets sur lesquels on est encore en phase d'expérimentation, mais qui sont dans la continuité de ces travaux de structuration que j'évoquais, qu'on a initié il y a maintenant 1 an. Et là, commence à avoir une certaine maturité justement sur ces outils, sur ces guides, on commence à pratiquer, du fait de ce cadre,
ces outils-là. Et donc, nous, là où ça vient nous faire gagner du temps, en production, en cohérence, en alignement de la cohérence aussi au niveau de l'équipe, parce qu'on a tous des qualités et des compétences différentes. Enfin voilà, et on le sait bien, tiens, écrire un texte, déjà on n'a pas tous une plume, une capacité de rédaction, mettre en forme un visuel, pareil. Donc ça nous permet en fait d'avoir une capacité de production qui est très clairement renforcée à partir du moment où il y a le cadre. Voilà. Et là, c'est le jeu que l'on est en train de tester pour voir en fait quel est le temps que ça nous fait réellement gagner, comment ça nous permet d'unifier en cohérence tout ce que l'on produit. Et avec un autre enjeu, c'est que du coup, on a un nouveau métier, c'est de gérer ces outils-là, de les piloter. C'est pas parce qu'on a, justement, on parlait de framework, de modularité, de matrice, ça s'actualise. Parce que déjà, il faut corriger les erreurs de la machine, voilà, les fameuses hallucinations qui sont des erreurs. Il faut intégrer de la production qui vient pas de la machine pour lui redéfinir les standards, les évolutions, ses guides de référence. Et ça, du coup, c'est quelque chose. Alors, pour des questions de conformité, on peut pas le faire encore quotidiennement, je vais dire. Enfin voilà, on a des enjeux d'intégration. Et puis avec cette grande difficulté, mais je pense à laquelle on est tous confrontés, c'est tous les 6 mois, il y a des modèles différents qui sortent, qui évoluent, voilà. Là, on est confronté à l'augmentation qui est en train d'arriver quand même du fameux prix du token, qui va faire que l'utilisation, il va falloir la gérer un peu différemment. Donc, ce qui induit aussi d'autres interrogations sur comment on vient prompter de manière finalement peut-être un peu plus frugale, comment on vient activer certains garde-fous pour pas consommer trop. Puis avec cet enjeu aussi de pas faire n'importe quoi, parce qu'on sait que les ressources qui sont impliqués derrière. Et donc, voilà, il faut trouver l'équilibre comme dans tout, quoi. Merci Raphaël. Et pour en connaître davantage sur le design de marque et celles et ceux qui le font, rendez-vous sur le site de l'ADC, Association Design Conseil, et à bientôt pour un nouveau talk de l'ADC. Merci Pierre. C'était les talks de l'ADC, Association Design Conseil. Les talks qui donnent la parole à toutes les voix du design. Pour en connaître davantage sur le design et ceux et celles qui le font, rendez-vous sur le site de l'ADC, adc-asso.com. À bientôt pour un nouveau talk de l'ADC. In Design We Trust.